Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Il faut que je garde ça parce que je vais revenir dessus. Les directions, les directions d'études sont 1. Quid des MFG usuels, réduits. Donc du modèle réduit, c'est-à-dire du système d'équations des partielles que j'ai toujours manipulé. Premier point. Deuxième point. Que dire de cette limite n tend vers l'infini? Troisième point. Et est-ce une limite? Le troisième point, quel est-il? Oui, le troisième point, c'est que peut-on faire en termes d'approximation? Alors, je reviendrai sur le troisième point, mais comme on ne va pas l'aborder tout de suite, les deux premiers, on va les aborder. Je pense qu'aujourd'hui, on aura le temps, ça sera peut-être un peu juste, si, ça devrait aller. Mais le troisième point, je reviendrai dessus beaucoup plus tard. Le problème, c'est que si on croit en ces modèles et qu'on veut s'en servir, et en fait, je pense que les premiers dans la littérature scientifique qui ont manipulé un tel modèle, ce sont des économistes. C'est Krasel et Davis qui ont fait tout un travail de modélisation d'économie, dans lequel ils ont écrit des choses, c'est Bob Lucas qui nous a fait pointer ces articles que personne n'a jamais compris. Ils n'écrivent pas du tout un jeu à 100 moyens, ils écrivent un énorme système de population de gens qui produisent et qui consomment. C'est un article absolument passionnant et dans lequel il regarde des solutions stationnaires, a priori, c'est un T qui tend vers l'infini, l'horizon du problème, et se pose la question de les comportements optimaux des joueurs dépendent-ils de un ou plusieurs moments de la mesure du M, de la mesure des autres joueurs. Ils font d'énormes simulations numériques de type Monte-Carlo, avec du contrôle optimal, les étapes sont souvent de l'optimisation, et concluent que 90% de l'efficacité d'un contrôle optimal ne dépend que des deux premiers moments. Là-dessus, Bob Lucas, effectivement, nous a refilé l'article, Jean-Michel et moi, en disant mais on ne comprend rien, en plus, j'y crois pas. Mais ça a l'air d'être correct, donc on ne comprend pas. Donc ça nous a obligés à manipuler vraiment des équations en dimension infinie, et en fait on comprend ce qui se passe, c'est qu'ils ont des bruits qui sont petits, et lorsque le bruit est petit, essentiellement, lorsque les bruits sont nuls, alors effectivement les comportements optimaux ne dépendent que des deux premiers moments. Donc, si les bruits sont petits, après, on a ça. Alors, ça, c'est vrai, à part qu'il y a une contrainte, et donc, il y a une deuxième approximation qui est dans les zones où ça dépend de la contrainte, donc ça dépend des conditions initiales des mesures. C'est-à-dire, s'ils avaient pris des gens, une population avec des gens très, très pauvres et des gens et une classe moyenne et supérieure, leur simulation n'aurait pas donné le même résultat. Donc, bon, on a décortiqué complètement ce problème-là, mais on a décortiqué ce problème-là parce que on s'est tout à coup obligé à manipuler des problèmes en dimension infinie, et que ces problèmes en dimension infinie, dans les approximations, il va bien falloir faire un certain nombre de choses. Alors, il y a des approximations en petit bruit, ça je n'en dis pas, même si ça reste en dimension infinie. Après, on peut dire dans certaines situations des choses, notamment lorsque à bruit nul, ça devient explicite. Donc ça, c'est des cas particuliers, où à bruit nul, c'est si bruit nul,
égale solution explicite. Donc c'est cas très particulier. Ensuite, il y a deux types d'approximations. Parce que vous pouvez poser des questions où la difficulté d'approximation, ce n'est pas les X, ça c'est des EDP normales, c'est les M. C'est les mesures de proba. Et donc vous avez deux systèmes, deux approximations. Une approximation qui est la plus proche de ça, qui consiste à dire, je prends pour M des 1 sur n ou 1 sur n moins 1, ça c'est de somme de delta AJ. Je préfère vraiment prendre ça. OK. Donc vous avez des paramètres qui sont les AJ et vous devez essayer de tout discrétiser. Comment vous projetez? C'est une approximation parce que n'importe quelle mesure s'approche de ceci. Alors vous allez retomber sur des équations qui ressemblent un peu à celle-ci, mais ce n'est pas exactement les mêmes. Bon. Ça, c'est une voie, mais il y a une voie beaucoup plus intéressante qui, elle, conduit à des systèmes de DP, qui consiste à dire non, vous fixez des points, donc vous prenez une grille, si vous voulez, dans votre sur Q. Donc là, vous avez une somme de J égale 1 à M de delta à J. Mais les poids qui sont là, vous les laissez varier. C'est-à-dire que là, ce que vous allez mettre, c'est des πj delta AJ. Et votre équation, à ce moment-là, devient une équation qui est en U de x et de pi. Mais les x, ce sont les AJ. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous avez remplacé Q par un ensemble discret qui a 1 à M. Et donc, ce que vous récupérez, c'est en fait M équations couplées qui sont des UJ de P. Et ça sera un système hyperbolique, comme on le verra. À nouveau, qui a une structure très particulière. Enfin, quand je dis système hyperbolique, il peut y avoir des termes de dérivée seconde, mais à bruit nul, c'est un système hyperbolique. Alors ça, c'est effectivement, c'est grosso modo de dire, vous remplacez toutes les mesures par des histogrammes. Et simplement, tout ce qui est dérivé par rapport à M, ça devient des dérivés par rapport au niveau dans l'histogramme. Ça, c'est beaucoup plus compréhensible que tout le reste par des économistes, enfin des gens qui ont l'habitude de manipuler des stats et qui ont l'habitude de manipuler des histogrammes. Donc ça, c'est une approximation sur laquelle je passerai pas mal de temps. Les autres, on va un peu comprendre ça, c'est lié à cette question-là qui est ici. On va voir que ça, c'est pratiquement un retour en arrière. Mais ça sera de nouvelles équations qui correspondent à écrire l'équation fondamentale de MFG, mais lorsque l'état du système, le temps peut rester continu, mais l'état du système est discret. Et que donc les positions, c'est que je saute d'un état à l'autre, que les probas, c'est le poids que j'accorde à chacun des états, et que d'une certaine manière, un joueur il a le droit c'est comme s'il avait des tas, montant en A1, montant en A2, et puis il peut prendre un peu du tas en A2 et en mettre un peu dans A1. OK? Alors ça, il faudra ce sera rigolo, ce sera à nouveau des équations nouvelles qui vont sortir, et ça, j'en parlerai plutôt à la fin du cours. Bon. Alors, ça nous fait quand même du boulot. Alors, ça c'est simplement sur la formulation et les approximations des équations. Après, il y a l'étude mathématique des équations. Donc, ça aussi, c'est au programme cette année. Bien. Parce qu'en fait, on va comprendre qu'il y a des situations qui sont des situations, entre guillemets, de monotonie, c'est les confère les conditions d'unicité, qui vont assurer qu'en fait, il y a des solutions régulières de ces équations, et des solutions régulières et qui sont uniques. Donc, on va bien comprendre cela. Alors, le premier point, c'est qu'en admettant toutes ces directions d'études que l'on va voir progressivement et petit à petit,
Donc petit à petit, il y a l'idée de progressivité, mais le petit à petit, c'est aussi, j'indique que je vais aller doucement. Hein, c'est vraiment petit pas par petit pas. Donc j'ai vraiment trop peur de me retrouver tout seul à Noël, hein, donc c'est pour ça que je veux vraiment aller doucement. Alors donc la première chose que je vais faire, c'est comprendre, même si je vous l'avais déjà indiqué, mais c'est y aller tout doucement, comprendre pourquoi effectivement ce que j'appelle l'équation fondamentale des jeux à champ moyen, pourquoi ça contient les systèmes que je vous ai affligés depuis quelques années. On n'a quand même pas perdu notre temps. Mais je veux vraiment décortiquer ce point-là. Donc, si le premier point, c'était la dérivation, la déduction ou l'introduction heuristique de ces équations fondamentales, le deuxième point, c'est les MFG réduits, c'est-à-dire un système en dimension finie, dans le cas, et ça c'est où il n'y a pas de bruit commun, donc bêta égale à 0. Donc si bêta égale à 0, on a surtout ce terme de dérivée seconde qui n'est plus là. Et donc, dans l'espace des probas, vous n'avez que des termes de dérivée première. Okay. Alors, observez que dans cette équation fondamentale, si ça, c'est le coût final, par rapport au MFG où j'ai toujours la prescription en un temps, alors d'habitude c'était en grand T, je prescrivais M, je disais M égale M bar en grand T. Le temps a été renversé, donc M bar, qu'est-ce que c'était? C'était la densité initiale des joueurs. Ça voulait dire, je démarre un jeu et la densité des joueurs, c'est M bar initialement. Et puis, il y a un équilibre et on va voir comment dynamiquement cette densité évolue. Donc, il y avait une donnée qui n'est pas là dans cette équation fondamentale, qui était la donnée d'une densité initiale des joueurs ou des acteurs. Là, elle n'y est pas. J'ai une fonction qui dépend de M. D'une certaine manière, cette équation fondamentale, elle contient toutes les données initiales possibles pour les joueurs. D'accord? Alors, précisément, donc maintenant, c'est que si on se donne M bar, qui est, entre guillemets, est donné et qui correspond à la densité initiale des joueurs. Comment je lis dans ce système, dans cette équation qui est là, le système correspondant à M bar? Bien, je lis en faisant ce qu'on appelle une intégration le long des caractéristiques, et en tout cas partiellement le long des caractéristiques, et en particulier le long de cette équation-là. Le long des caractéristiques qui correspondent aux dérivées par rapport à M. Je vais virer la dérivation par rapport à M en introduisant, donc c'est une notion d'intégration partielle le long des caractéristiques. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce bazar-là? Ça veut dire que j'introduis une famille M de T. Alors, comme toujours dans la méthode des caractéristiques, c'est on écrit un système qui va se simplifier grâce à l'intégration le long des caractéristiques. Donc, écrivons, et puis on va voir comment la chose s'organise. Donc, on écrit c'est une caractéristique, ça va être une courbe dans l'espace de proba. Une courbe dans l'espace de proba, ça va être, en fait, cette courbe, elle va être déterminée par une équation. Donc, j'écris une équation qui va me définir la courbe dans l'espace de proba. Cette équation, quelle est-elle? Bien, c'est dm sur dt plus nu laplacien m plus divergence de dh sur dp. Je laisse un blanc ici, fois m égale à 0.
dans ce blanc, qu'est-ce que je mets? Ben, je mets xm, ça c'est naturel, il est là. Et puis j'ai le gradient par rapport à x de grand U. OK. Donc attention, parce que ça dépend de m aussi. Hein. Alors, on va comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit. J'ai tout à fait le droit de regarder cette équation-là. Ensuite, j'ai également le droit de regarder d sur dt de u de x, de m de t et de t. C'est-à-dire que j'écris l'équation le long des caractéristiques. Oui? Oui, là, tu as raison. C'est un moins nu, et en revanche, ça doit être un plus ici. Hein. Bien. Alors, donc, lorsque je fais ceci, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, déjà, j'ai un du sur dt. Et ensuite, je dérive. Je peux dériver en temps par rapport à ceci. Mais si je dérive ensuite, je dérive par rapport à m fois m point. Mais du sur dm fois m point, c'est précisément les deux termes qui sont là. Et bêta est égal à 0. Donc, la moralité, c'est que tous les termes s'en vont, sauf le h. Si je fais cela, ce que je récupère, c'est que je récupère... j'ai oublié un terme. J'ai oublié le terme en x, pardonnez-moi. Les Laplaciens en x, ils y sont aussi. Hein. Donc, excusez-moi, il manque un terme, c'est plus... C'est en plus les Laplaciens. Le Laplacien en x, bien sûr, en petit x, il y est. C'est pareil. J'ai oublié ce terme-là. C'est le Laplacien en x de u. Ben, ça, c'est simplement un opérateur en x. Donc, le du sur dt, bien, que me donne-t-il? Il me donne h de x de gradient x de u. En quel point? Bien, en point x, m de t et t. Et puis ici, j'ai un h de x et de m de t, moins nu Laplacien x, de grand U, et je ne récupère en quoi. Bien, ben si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il me suffit de poser si je pose maintenant u de petit u de x et de t égale u de x, grand U de u de x, de m de t et de t. Ben, regardons quelles équations j'ai. L'équation que je viens d'écrire sur grand U, que me dit-elle? Elle me dit que d petit u sur dt plus nu Laplacien u, puisque ça sont des dérivés en x, que j'ai un m ou un m de t, je ne le vois pas. C'est dans l'autre paquet de variables. Et qu'est-ce que je récupère ici? Je récupère un moins h de x, de m, et de petit u, et de gradient x par rapport à petit u égale à 0. Tandis que m, c'est quoi le m? Le m qui est là, c'est résout l'équation de caractéristique, et dm sur dt moins nu Laplacien m, plus divergence de dh sur dp de xm gradient x par rapport à petit u, à nouveau, hein, que ce soit un u de x et de m de t, on s'en moque, fois, et c'est au point m de t, fois m égale à 0. M de t, m en t égale à 0 est égal à m bar, et u en grand t est égal, petit u, pardon, est égal à mon grand U bar de x et de m de grand T. Et je récupère effectivement les systèmes de type MFG que j'ai toujours manipulés.
dans lequel j'ai une équation qui est backward, c'est la programmation dynamique. Hein. C'est parce qu'on a un problème qui démarre en petit t, qui va jusqu'en grand T. C'est ce système qui est là, c'est l'anticipation. Hein. Choisir, c'est anticiper. Et effectivement, c'est quelque chose qui se fait naturellement de manière rétrograde. Je sais où je voudrais aller, comment je vais faire pour y aller. Donc ça, c'est naturellement t variant de manière rétrograde. En revanche, si je fais une intégration par le long des caractéristiques, je dois renverser dans une intégration le long des caractéristiques, je dois inverser le sens du temps. C'est pour ça que c'est une équation forward pour la caractéristique et qui correspond à la prescription de la densité initiale. Si je prescris la densité initiale, j'ai maintenant une évolution pour la densité. Donc j'ai une équation qui part de l'instant t égale à 0, me définit, entre guillemets, étant donné u, l'évolution de m, mais si je connais m, j'ai l'évolution rétrograde de petit u. Et donc, l'équivalence heuristique formelle que nous avons entre les systèmes de dp réduits, c'est ce que j'ai appelé les équations de jeu à champ moyen, et que maintenant on va être obligé d'appeler les MFG réduits, par opposition à MFG fondamental, qui est l'équation en dimension infinie. Dans le cas où bêta égale à 0, ces deux systèmes sont équivalents. Sont équivalents parce que soit on résout d'un coup u de x et de m et de t, en tout cas si tout se passe bien, s'il y a bien existence, unicité, régularité. Soit on résout d'un coup grand U de x et de m et de t, soit pour chaque condition initiale possible, on fait cette intégration backward-forward, sur chaque intervalle de temps d'ailleurs, hein, et on récupère à ce moment-là la connaissance du grand U le long de la trajectoire m de t. C'est-à-dire qu'à travers les MFG réduits, on construit U de x, de m et de t, mais uniquement le long d'une courbe, qui est la courbe qui correspond fondamentalement à m bar. Bon. Donc effectivement, on a un problème qui est beaucoup plus simple, qui est même résoluble numériquement, mais, parce que c'est un système de dp, mais en revanche, ça nous permet, c'est extrêmement précieux, mais ça ne permet que d'obtenir qu'une information très très particulière sur la fonction grand U. Bon. Alors, deux remarques pour conclure sur ce point-là. C'est que donc vous voyez bien le passage de l'un à l'autre. Ça n'enlève rien, on n'a pas perdu notre temps jusqu'à présent en regardant ce cas-là. Ça nous permet effectivement d'écrire des systèmes d'équations et dérivées partielles de dimension finie qui ressemblent plus à des objets qu'on a l'habitude de manipuler. Si on démarrait bille en tête avec ça, on serait quand même mal barré. Hein, on serait resté là à le regarder, puis on aurait surtout changé de crèmerie rapidement, parce que si on n'aurait jamais abordé ça directement. Donc, fort heureusement, ce système réduit permet déjà de gérer les situations où bêta égale à 0. Alors, pourquoi bêta égale à 0 joue un rôle? Bien, c'est très simple, c'est que si bêta est différent de 0, vous voyez que là, vous avez un terme de dérivée seconde, et là, vous ne pouvez pas faire cette construction. C'est que, grosso modo, la caractéristique qui est là, c'est une caractéristique aléatoire. Hein, c'est comme s'il y avait le brownien commun qui perturbait cette équation-là. Mais on ne peut pas le faire, même en aléatoire. Enfin, ou alors il faudrait faire tout hein, avec des EDP stochastiques, et je ne sais pas très bien comment ça marcherait d'ailleurs. Donc, honnêtement, je ne sais pas faire. Peut-être qu'il y a une réduction possible, mais je ne la vois pas, en tout cas, lorsque H, avec des H vraiment non linéaires. Donc, la difficulté, c'est que là, ça s'effondre complètement parce que ici, vous avez une dérivée seconde. Et le fait que vous ayez une dérivée seconde fait que cette construction s'effondre totalement. Il n'y a pas de méthode de caractéristique pour l'équation de la chaleur. Non. C'est quoi? C'est une formule de représentation probabiliste, la méthode caractéristique. Mais ça, c'est linéaire. Et là, tu ne peux pas faire cette intégration. Si on fait quelque chose comme ceci, comme tu vois que tu as ici une formule de Ito, il va falloir quelque part tu colles une espérance et tu ne peux pas à cause d'une non-linéarité. Donc il y a vraiment un problème
fondamentale là-dedans, et je pense que c'est intrinsèque, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui vit en dimension infinie. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas manipulable, on va le comprendre. Bien. En particulier, si on veut faire des développements en petit bruit, ben, il vaut mieux pouvoir manipuler ces équations-là, ou l'autre chose qui consiste à discrétiser, comme je vous le disais, à remplacer un espace continu d'état par un espace fini d'état. Ce qui d'ailleurs, pour un certain nombre d'applications économiques, est très naturel, d'avoir un espace fini d'état plutôt qu'un espace continu. Auquel cas, vous avez les systèmes dont je parlerai plus tard. Bon, alors, mais vous avez toujours des EDP, mais ce sont des EDP par rapport au coefficient des mesures de proba. Alors, que dire de plus là-dessus? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, que donc bêta égale à 0, l'approche s'effondre totalement. Et quand même, je tiens à faire une dernière petite remarque. C'est sur la démonstration de l'unicité. Qu'est-ce que ça veut dire, la démonstration de l'unicité, dans le cadre qui nous occupe là? La démonstration de l'unicité consiste à manipuler cet objet, U1 moins U2, multiplié par M1 moins M2. Alors ça correspond formellement, même si U1 et U2 sont deux solutions, ça correspond formellement à regarder un U, si vous pensez que c'est simplement deux solutions pour des conditions initiales différentes, ça consiste à regarder U de x et de M1 de t moins U de x et de M2 de t. Et donc la quantité que vous êtes en train de manipuler, c'est une quantité qui ressemble à U de x et de M1 moins U de x et de M2 intégrée par rapport à M1 moins M2. D'accord? Et ce qui est typique des quantités que vous formeriez si vous vouliez tester la monotonie de cet opérateur U. D'accord? C'est-à-dire, regardez grand U comme un opérateur de P sur P. Donc, à M, vous lui associez une fonction de X qui, bien entendu, dépend de M, de mon point de départ. Et donc, là, ce que vous êtes en train de regarder, c'est l'angle que fait la différence de deux images par rapport à la différence des points initiaux. Donc, c'est vraiment un opérateur monotone, c'est-à-dire que cet angle des images, la différence des images par rapport à la différence des points initiaux, est un angle aigu. C'est ça, un opérateur monotone. Bon. Et on a vu qu'il y avait des signes positifs qui sortaient dans l'unicité. Bon, alors, ça, on va comprendre. Effectivement, cette notion de monotonie pour les solutions d'équations comme ceci, on va voir que ça, c'est très résistant. Et ça va entraîner la régularité et l'unicité. Donc, c'est ce qu'on va comprendre au fur et à mesure du cours. Ce qui implique, lorsqu'on peut réduire la démonstration de l'unicité par cette technique-là. Mais je voulais déjà vous familiariser avec ceci. Le dernier point aujourd'hui, et je vais vous laisser souffler, le dernier point que je veux mentionner, on reviendra là-dessus, sur cette histoire de monotonie, c'est simplement pour vous préparer à ces idées-là. Le troisième point, c'est le retour sur n tend vers l'infini. Alors, quand n tend vers l'infini, il y a deux stratégies. Il y a une stratégie bestiale qui marche que dans un certain nombre de cas, comme des problèmes stationnaires, des choses comme ceci, qui consiste à dire coûte que coûte, je démontre les estimations a priori qu'il me faut pour passer à la limite, et pour passer à la limite, si j'ai unicité du problème limite, ben j'ai tout gagné. C'est la méthode bestiale. Il y a une autre technique, mais qui, elle, ne marche que lorsque nu est égal à 0.
si nu est égal à 0, donc c'est une remarque, n tend vers l'infini n'est pas une limite si nu est égal à 0. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas une limite. Non, c'est un cas particulier. Alors, nu égale à nu strictement positif, ça veut dire qu'il y a des bruits indépendants. Et c'est vraiment une limite parce qu'il y a une loi des grands nombres sur les bruits. Donc là, il y a une limite. Mais s'il n'y a pas de loi des grands nombres, c'est le même problème. Ou plus exactement, c'est un cas particulier. Et donc, en fait, ce que vous faites lorsque vous écrivez ceci, c'est que vous vous permettez d'avoir des M qui sont beaucoup plus généraux que des masses de Dirac. Alors, à quoi ça fait référence? Ça fait référence à quelque chose qui est bien connu lorsqu'on n'a pas des points de nage, du contrôle optimal et tout. C'est entre la mécanique classique et Vlasov. Si vous prenez des problèmes à n corps, vous avez des systèmes d'équations différentielles ordinaires. Vous écrivez des équations de Vlasov, mais ces équations de Vlasov contiennent toujours les équations de la mécanique newtonienne si vous prenez des combinaisons de masse de Dirac. Vous prenez les équations de Vlasov et vous balancez 1 sur n somme de delta xi, ben vous récupérez les équations lorsqu'il n'y a pas de problème de champ de force, etc., donc de singularité, de choses comme ça, formellement, vous récupérez les équations de Newton. Donc Vlasov est une limite quand n tend vers l'infini, mais ça contient aussi exactement les équations de Newton. Donc ce n'est pas vraiment une limite. Et en fait, ce que fait Vlasov, c'est que ça vous permet de gérer des densités de particules qui ne sont pas des densités ponctuelles. Et en fait, c'est pour ça qu'on a un jeu qui peut paraître un peu bizarre lorsqu'on y réfléchit, c'est qu'on parle de la mécanique newtonienne, hein, donc là je parle pour un certain nombre d'experts de ces équations de Vlasov, on parle de la mécanique newtonienne dans des systèmes d'équations différentielles ordinaires. On écrit une dp qui est l'équation de Vlasov, et numériquement on prend des méthodes particulières où on met des masses de Dirac. Mais c'est plus n points avec n qui est un nombre d'Avogadro, c'est un n qui est un certain nombre de points de discrétisation, et ce sont des macro-particules, donc il y a un va-et-vient. Et là, c'est exactement la même chose. Il y a une généralisation, en fait, plus qu'une limite, en écrivant cette équation-là, et ensuite, vous pouvez réapprocher cette équation-là par des choses qui vont ressembler à des points de nage, à part que ce ne sera pas exactement la même structure, et que ce ne sera pas exactement n joueurs. Et ce sera plus simple et plus facile à résoudre. C'est d'ailleurs comme ça, on ne résout pas les équations de Newton avec 10 puissance 26 particules, on résout une approximation avec quelques milliers de macro-particules qui discrétisent l'équation de Vlasov. Et donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut faire la même chose. Alors pourquoi c'est vrai, là, ce que je suis en train de dire? Et attention, c'est faux, c'est nu égal à 0. Alors comment on passe de l'un à l'autre? La chose est assez amusante, c'est que ce que vous allez prendre, c'est vous allez dire que x est égal à x1, d'accord, dans cette équation-là, et vous allez prendre des m qui sont 1 sur n moins 1, somme de j supérieur ou égal à 2 de delta xj de x. C'est une mesure. Dans le cas où nu égale à 0, et uniquement dans ce cas-là, lorsque vous appelez un de x1, donc ce sont des paramètres, hein, attention. Ce que vous avez ici, ce sont des paramètres de la mesure. La mesure, c'est par rapport à ces points-là. Donc rien ne m'empêche d'appeler un de x1, xn égale grand U de x1 et de ce m-là, et de t. Et le petit miracle, c'est que si vous décrivez comme ceci un1, et puis vous faites toutes les permutations qu'il faut d'indices,
alors les UNJ pour J variant entre 1 et n résolvent est une solution à une loi. Bon. Alors, ce n'est pas simple à vérifier, ce bazar-là. Ce n'est pas très facile. Il y a des parties qui sont simples. Il s'agit de regarder les équations. Hein. Alors, la partie qui est relativement simple, ça consiste à prendre le du sur dt, ça, c'est pas le plus compliqué. Le du sur dt, le d grand U sur dt, ça vient bien du1 sur dun1 sur dt. Celui-là, on le retrouve dans l'équation. Le h, même chose, comme c'est la dérivée par rapport à x1, ça va bien correspondre à l'équation. Je prends i égale 1 dans cette équation. Donc ce terme-là, je l'ai. Ce terme-là, je l'ai, et j'ai fait exactement ce qu'il fallait. Nu n'y est pas. Donc déjà, celui-là, il n'y a pas de souci. Donc reste les termes en bêta. Qu'est-ce que c'est ce bazar-là? Il reste les termes en B. Donc là, il y a un travail un peu complexe qui consiste à comprendre qu'est-ce que c'est du sur dm. Alors on va faire simple, un champ de vecteur B gradient en un M qui est donné comme ceci par une somme de masse de Dirac. Et pourquoi ceci donne-t-il la somme sur n-1? La somme pour J égale 1 à n-1 de B gradient par rapport à xj de un. C'est exactement de cela dont il s'agit. Alors, formellement, de quoi s'agit-il? C'est pas très compliqué. Alors, déjà, ça, c'est des choses que j'ai en fait démontrées il y a longtemps. J'avais démontré ce genre de choses pour comprendre, quand n tend vers l'infini, comment ce genre d'opérateur tendait vers l'opérateur qui est ici. Alors, bon, à ceci près que c'était une limite, et tandis que là, ce que je suis en train de dire, c'est que pour des opérateurs du premier ordre, et ça, c'est un opérateur essentiellement de transport aussi du premier ordre, enfin, c'est un opérateur du second ordre, mais c'est exactement le même phénomène qui joue. En revanche, pour le nu laplacien, c'est faux. Alors, la manière dont on peut vérifier quelque chose comme cela, c'est soit on réfléchit à qu'est-ce que ça veut dire, cette opération de dérivation, soit on identifie, on démontre cette identité sur des polynômes, ce que j'avais appelé des polynômes. Alors, de quoi ça provient? Ça, c'est le transport de M par le champ de vecteur B. Essayons de faire les choses simples. Hein. Le transport de M par le champ de vecteur B. Mais si M, c'est une combinaison de masses de Dirac, le transport de ces masses de Dirac par le champ de vecteur B, c'est simplement de résoudre x point égale B de x en partant en t égale à 0 de chacun des xj. Et le transport, c'est évidemment 1 sur n-1, somme de delta des grands xj de t. D'accord? Et donc le u en m de t, c'est le u en ce point-là, et j'ai défini ceci comme étant précisément un de x1
et de x2 de t, etc., etc. C'est ma définition de xn de t. C'est que des masses de Dirac sont préservées par le transport. Donc, dans le cas où j'ai un champ de vecteur B, ces masses de Dirac sont préservées par le transport et il suffit d'intégrer le long des caractéristiques. Et c'est en fait la même chose aussi pour lorsque j'ai du bêta, parce que c'est grosso modo dire que tous les points XJ sont transportés par le brownien commun. En revanche, si je prends nu égale à 0, en dimension infinie, ça veut dire que le transport, c'est résoudre l'équation de la chaleur, tandis qu'en dimension finie, c'est rajouter des browniens indépendants. Et ce n'est pas la même chose. Alors effectivement, une fois que vous avez ceci et que vous calculez la dérivée en t égale à 0, ben lorsque vous calculez la dérivée en t égale à 0, vous voyez ce que ça fait. Hein, ça fait la somme pour les j supérieurs ou égales à 2 des b fois gradient xj de un. Alors, quel B? Là, j'ai pas écrit ce qu'il y avait à l'intérieur du B. Mais bon, il faut faire attention à quelles sont les variables. Il y a des x1, des xj, et les choses sont faites pour, parce que lorsque vous avez un B qui dépend du gradient xu, vous faites des permutations de variables, et les permutations de variables sont cachées là-dedans. C'est-à-dire que les UNJ que vous construisez, ils sont automatiquement permutés les uns des autres. Et c'est ça qui fait que les bonnes variables apparaissent. Donc, je ne veux pas vous en dire trop pour que, de façon à ne pas entrer de confusion. Donc, un point de vue, c'est de dire c'est du transport. Sur le transport, je lis cette identité. Un autre point de vue, c'est je vérifie brutalement, ça c'est le point de vue le plus sûr. Hein. Je prends pour U ce que j'ai baptisé des polynômes sur les fonctions polynomiales sur l'espace de proba, et je vérifie que j'ai égalité. Si j'ai égalité pour tous les polynômes, c'est que la formule est vraie. Les deux points de vue sont les mêmes, cette identité est vraie. C'est vrai aussi pour le bêta, et si vous prenez nu, ça ne marche pas. Nu laplacien, ça ne marche pas. Si vous faites un nu laplacien ici, cette dérivée, ben, ça ne fait pas la somme des laplaciens qui sont ici. Je crois que c'est aussi instructif de comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Si je mets ici un nu laplacien, ben, c'est que je pars de ça. Mais qu'est-ce que ça me fait? Le nu laplacien, ça me donne comme trajectoire, donc en m égale 1 sur n moins 1, somme pour j supérieur ou égal à 2 de delta de xj, ça, ce n'est différent de la somme des j supérieur ou égal à 2 de laplacien xj de un. Le laplacien en x, le nu laplacien en x, il y est, hein, donc c'est pas ce terme-là qui est gênant dans l'identification. C'est celui-ci qui est gênant, c'est le nu qui est là. Et le fait que vous pourriez me dire, oui, mais j'ai le bêta. Non, mais ça, ces deux termes vont ensemble. Et on a besoin des deux quand vous prenez les polynômes, quand vous faites le calcul, vous apercevez que vous avez besoin, quand vous dérivez une fonction de deux variables ou un carré, vous avez deux termes. Lorsque vous dérivez deux fois. Bien. Et ce sont les deux termes qui apparaissent. C'est d'ailleurs une manière très algébrique de penser au calcul de Ito, mais enfin bon, ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. En effet, de quoi s'agit-il? Ça consiste à prendre cette masse de Dirac et de la faire diffuser par l'équation de la chaleur. Et donc, ce que vous récupérez, c'est que 1 sur n moins 1, somme de j supérieur ou égal à 2 de delta xj, ça, c'est transporté par le flot de l'équation de la chaleur. Et ce que ça devient, c'est 1 sur n moins 2, somme de sur j supérieur ou égal à 2, de si vous appelez pt la solution fondamentale, ou gt, hein, c'est une gaussienne de variance t, gt, mais qui est centrée en xj. Ce ne sont plus les masses de Dirac. Et donc, vous ne pouvez pas dire ça correspond à faire cette opération sur UN1, puisque c'est comme si ici vous aviez des gaussiennes hein, à la place de ces points-là. Ça ne marche pas, quoi. Ce n'est pas du tout un simple transport. Donc, la moralité de l'affaire, c'est que le fait que ces équations-là contiennent
les équations à n joueurs, c'est vrai, mais c'est vrai si nu égale à 0. Ce qui est déjà un peu surprenant, hein, parce que je vous ai dit qu'il m'est même arrivé de dire ben, les choses se simplifient en prenant n tend vers l'infini. Oui, comme de la même façon que Vlasov, c'est plus simple qu'écrire les équations de Newton avec un nombre immense de particules. En même temps, ça contient ça. Donc le plus simple est à prendre avec, et l'aspect limite est à prendre avec quelques pincettes. Bon. En même temps, cela veut aussi dire que tout ce que l'on va apprendre sur cette équation-là de manière un peu générale, ça va donc entraîner des choses sur des jeux à n joueurs, hein, qu'on n'aurait peut-être pas forcément vu directement, sans le savoir. Comme des résultats d'unicité, par exemple, qui vont sortir de ce que l'on verra plus tard. Oui. Est-ce que ce serait envisageable de mettre des conditions limites si la dynamique préservait pas l'espace de probabilité? Alors, attends. Oui. Alors là, il y a plein de choses. D'abord, en général, on écrit des équations comme ça qui ne préservent pas l'espace de probabilité. C'est pour ça que je me suis dit que j'ai dit c'est bien d'avoir des mesures positives ici quelconques, et même des mesures signées sont possibles. Alors, ça, pourquoi c'est naturel? Parce qu'on peut avoir des situations où on veut modéliser le fait qu'il y ait des arrivées de joueurs, des départs de joueurs. Donc, tu penses à toi des situations de type conditions à limite. Ben, les joueurs, un truc un peu caricatural, et il y a beaucoup de situations comme ceci. On a regardé, Olivier le sait bien, on a regardé des situations comme le rendez-vous. Quand on arrive au rendez-vous, c'est clair qu'on ne bouge plus. À quelle heure démarre une réunion? Mais un exemple un peu plus précis, je ne vous ai jamais raconté ce modèle de à quelle heure démarre une réunion. Ça, c'est un des exemples favoris de Jean-Michel. Il y a tout un stock de problèmes débiles dans lesquels on arrive un peu enfin à comprendre ce que sont les jeux à champ moyen. Il y a aussi les pays producteurs de pétrole. Sur les pays producteurs de pétrole, quand les réserves sont finies, ce joueur-là, lorsque ses réserves sont épuisées, il sort du jeu. Donc, oui, tu peux avoir des systèmes avec des conditions aux limites, tu peux avoir des systèmes dans lesquels le nombre de joueurs s'amenuise, bouge au cours du temps, etc. Là, j'ai simplement pris un exemple. En revanche, de dire, lorsque je rajoute des situations comme celle-ci, est-ce que ça contient toujours le problème à n joueurs ou pas? Ça, c'est à voir cas par cas, hein, si c'est compatible ou pas. Je ne peux pas l'assurer. Il y a des cas où ça marchera, il y a des cas... Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Tu es en train de râler, non? Tu fais des mouvements désordonnés de la tête. Non, bon. Non, c'est simplement bon, bref... Tu fais trop de maths, c'est pour ça. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Pas vraiment. Alors, à quoi tu penses? Explique-toi. Je disais, normalement, la condition limite, on la met par une formulation faible duale. Dans le cas n+, on va mettre une condition limite en 0. Et donc là, comme on n'a pas de formulation duale... Attends. Condition limite, c'est en x, c'est en m, c'est en quoi? C'est en m. D'accord. Alors, il y a certainement... D'abord, la plupart du temps, la positivité de la mesure est assurée par ton modèle. C'est-à-dire que tu ne la vois pas. Hein, donc, tu vas définir des règles du jeu qui vont faire le comportement en X va être tel que tu n'auras pas à gérer ça. Donc la plupart des fois, c'est transparent. Alors si d'aventure tu es dans une situation, et je n'ai pas d'exemple en tête, hein, si d'aventure tu es dans une situation où tu dois vraiment prescrire quelque chose lorsque M s'annule, c'est vachement dangereux parce que c'est l'espace des mesures positives, il est un intérieur vide, hein, essentiellement. Bon, je vais toujours avoir des topologies L1, L2, etc. comme ça. Donc c'est d'intérieur vide. Donc n'importe quel point est un point du bord. Donc j'ai très peur hein, avec ce genre de choses. Donc que tu aies des situations où à cause des contraintes, des conditions aux limites, la projection ne soit pas exacte, j'en suis sûr. Hein? Ça va compliquer les choses, il va falloir que ça soit compatible, on n'aura pas forcément les mêmes contraintes, etc. Donc
je ne prétends pas, quand je fais cette réduction, quand je dis attention, n tend vers l'infini, il y a quand même plein de situations, notamment si on prend nu égale à 0, où le problème limite il contient les problèmes de départ. C'est tout ce que je veux dire. Maintenant, ce n'est pas un phénomène qui est robuste à tout, et la preuve en est que si je rajoute un nu, déjà, ça s'effondre. Okay. Alors, néanmoins, quand nu est strictement positif, la projection est quand même intéressante. Hein. Ça vous fait un autre système, et c'est relié à l'approximation. Vous comprenez bien que dire x est égal à x1 et je prends 1 sur n-1 delta xj, en fait, c'est une voie d'approximation dont je vous parlais. Donc, ce que je vous dis simplement, c'est que si nu égale à 0, ça revient à résoudre ces EDP, cette approximation. Mais les x, si, ce n'est pas forcément mes n joueurs. C'est peut-être des macro-joueurs, comme dans Vlasov, quand on discrétise, on prend des macro-particules, premièrement. Deuxièmement, lorsque nu est strictement positif, on ne récupère pas exactement le même système. Et même chose, ce n'est pas exactement n joueurs, c'est n macro-joueurs. Donc, ce qu'il faut garder en tête, pour ceux qui connaissent évidemment, c'est le va-et-vient entre Newton, Vlasov, Newton. Mais ce n'est plus le même Newton. Ce sont des méthodes particulières pour Vlasov. Donc là, la même chose, on peut avoir des méthodes particulières pour ces équations-là. La seule chose, c'est que les méthodes particulières pour Vlasov, ça vous donne des équadifs. Les méthodes particulières pour ça vous donne un système de NEDP. C'est normal, c'est en dimension infinie. Mais a priori, tentable numériquement. Que dire d'autre là-dessus? Donc ça, c'est une direction où je n'en dirai pas plus. Je voulais vous mentionner cela. Donc ça montre aussi que le comportement, quand n tend vers l'infini, il y a plein de choses qui pourraient être déduites de ceci. Lorsque j'aurais mieux maîtrisé ces équations-là. Si je sais maîtriser ces équations-là et que des masses de Dirac ou pas des masses de Dirac, ça ne me fait rien, j'aurai tout de suite tous les résultats de justification quand n tend vers l'infini grâce à la compréhension de ce système-là, sans démontrer d'estimation a priori. Lorsque nu est strictement positif, on ne colle pas à la question des estimations a priori, et là encore, je le répète, que je ne sais faire que dans quelques cas particuliers. Je ne vous l'ai d'ailleurs jamais expliqué, jamais rédigé et tout. C'est monstrueux et pas très intéressant. Il faut des temps petits, enfin c'est l'horreur. Bon, alors, eh bien, il est grand temps de s'arrêter. Qu'est-ce que je fais la semaine prochaine? Ce que je fais la semaine prochaine, c'est que je vais reprendre une troisième question, et puis ensuite je vais mettre tout ensemble. Troisième question qui va être de repartir sur les MFG réduits et de me poser la question de quand est-ce que j'ai une interprétation de type contrôle optimal. D'accord? Ça, ce sera le premier point. Une fois que j'aurai fait cela, ça m'occupera l'essentiel de la séance, l'étape d'après, ça sera de dire que si j'ai une interprétation de contrôle optimal, alors cette équation-là, je vais pouvoir la déduire d'une équation de Bellman en dimension infinie. C'est-à-dire que non seulement caché derrière ce problème-là, il y a une interprétation de contrôle optimal, mais cette interprétation de contrôle optimal, si j'ai du contrôle optimal de dp, j'ai a priori une équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman dans l'espace des probas. Si je fais du contrôle optimal avec des mesures de probas, j'ai une certaine équation de Bellman d'HJB phi qui est en M et T. Lorsque j'ai du contrôle optimal, c'est si contrôle optimal. Eh bien, ce que l'on verra, c'est que le U, formellement, c'est le U de x et de t. Le U de x, de m et de t. C'est non seulement il y a l'interprétation, mais en fait, il y a une relation. C'est le défi sur dm. Ça va être la dérivée par rapport aux mesures de proba. Ce qui veut donc dire que lorsque j'aurai, ce sera le cas lorsque j'aurai des variables séparées, une interprétation de contrôle optimal, il faut penser que cette équation-là, c'est en fait le système différentiel associé à une équation de Bellman. Alors ça permettra de comprendre la structure et ça restera vrai même si on n'a pas l'interprétation de contrôle optimal. C'est-à-dire qu'on va avoir une structure qui est assez naturellement une structure d'équation, entre guillemets, hyperbolique,
en dimension infinie, mais d'équations hyperboliques non conservatives. Donc là, il va falloir vraiment expliquer ça en détail. Donc, il se trouve que ça va avoir effectivement une structure mathématique qui va permettre tout à coup, brutalement, de comprendre et résoudre ces équations-là. Dans certains cas, comme toujours, il n'y a pas de résultat définitif, il y a simplement des petits pas permettant d'un peu mieux comprendre ce qui se passe. Donc voilà pourquoi j'ai besoin déjà de comprendre quand est-ce qu'on a une interprétation de contrôle optimal, la semaine prochaine. Ensuite, d'écrire ce problème de contrôle optimal et son équation associée en dimension infinie. Et enfin, de comprendre les relations entre le HJB et ceci. Et après, une fois qu'on aura compris tout ça, on exploitera, ce sera la suite des cours, on exploitera ces relations pour démontrer des choses nouvelles sur l'équation en dimension infinie. Donc, il y a du pain sur la planche. À nouveau, on va le faire doucement. Et on commencera donc par du contrôle optimal. Ça sera en dimension finie, en écrivant des équations de Euler-Lagrange. Donc là, tout se passera naturellement. Alors, j'avais commencé à vous parler d'un certain nombre d'exemples plus ou moins amusants, plus ou moins ridicules, mais je voulais au moins les mentionner oralement. Je vous ai déjà parlé de la modélisation d'une Ola, un de nos grands classiques. Vous savez ce que c'est une Ola dans les stades. Et une Ola, c'est effectivement un phénomène collectif. C'est un phénomène absolument remarquable. Il y a quand même, dans un stade où vous avez 80 000 personnes, tout à coup, vous voyez apparaître cette vague qui se propage dans le stade, qui fait plusieurs tours, alors que personne n'est payé pour faire ça. Il n'y a aucune incitation à le faire, si ce n'est la beauté du geste. Souvent, les Américains traduisent ça, c'est Wikipédia, et c'est une erreur, parce que personne aux États-Unis n'emploie ça, sous la forme de Mexican Wave. En fait, c'est une référence au fait que la première Ola soit apparue lors de la première Coupe du Monde du foot. Oui, pas à peine la première quand on parle de foot, pour une fois. Mais même au rugby aussi, on fait des Ola quand même. Dans les sports sérieux aussi, il y a des Ola. La première Ola est apparue, on ne sait pas très bien pourquoi, dans la Coupe du Monde de foot au Mexique. Il y a de lointains souvenirs, la France battant le Brésil. Et tout. Bon, Platini et compagnie. On ne sait pas très bien pourquoi ça a démarré à cette Coupe du Monde. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a toute une littérature scientifique, et notamment mexicaine, sur la formation des Ola. Les physiciens se sont beaucoup intéressés à la formation des Ola, et il y a des physiciens hollandais qui ont dit c'est peut-être une onde solitaire. Ils ont pensé aux solitons. Et les propriétés des solitons, c'est quand on envoie un soliton contre un autre, ils se traversent sans se voir, entre guillemets, après une phase de réorganisation. Donc, dans un stade en Hollande, les physiciens ont fait des expériences en lançant deux Ola l'une contre l'autre. Ça s'est effondré. Évidemment, les Ola ne sont pas traversés. Alors, effectivement, c'est un phénomène collectif. On a des petits modèles à base de jeux à champ moyen, dans lequel chacun des joueurs, qu'est-ce qu'on rentre ? On rentre l'idée que chacun des joueurs, premièrement, il est bougé et un effort, donc ça coûte. Être debout ou assis, c'est relativement confortable. Être entre les deux, c'est très inconfortable. Donc il y aura un coût pour être autrement que assis ou debout. Et ensuite, on va faire comme ses voisins. Eh bien, on écrit les systèmes de MFG associés à ça, on fait une analyse asymptotique et on démontre qu'il y a une seule solution périodique stable, si le stade n'est pas trop petit. Et donc, il y a une prédiction que nous fait notre théorie, c'est que dans un stade donné, une Ola stable a toujours la même vitesse. Donc, expérimentalement, honnêtement, je n'ai pas fait comme les physiciens, je ne suis pas allé organiser des Ola au Stade de France pour vérifier si c'était vrai. Mais en tout cas, l'expérience, c'est que grosso modo, ça tourne toujours à peu près à la même allure. Ça, c'est le premier exemple. Si j'avais du temps, mais j'ai tellement de maths à faire que je n'ai pas le temps de vous raconter des choses amusantes comme celle-ci, mais en même temps un peu sérieuses, parce que c'est quand même de la propagation par mimétisme, de la propagation d'un phénomène. Vous remplacez Ola par la propagation d'une bulle, de l'explosion d'une bulle spéculative, et vous avez exactement le même genre de phénomène. Donc, c'est pas aussi... Cela dit, c'est moins polémique de parler de Ola que de parler de bulle spéculative. Bien. L'autre exemple que Jean-Michel m'a sorti une fois, c'est l'heure de réunion.
Donc vous êtes dans un pays civilisé où il y a une heure de réunion théorique et puis une heure réelle de démarrage de la réunion. L'heure réelle de démarrage de la réunion, on va dire, c'est quand 90% des gens qui sont présents ou qui sont censés être présents à la réunion sont là. Je parle dans un pays civilisé où les réunions démarrent légèrement en retard parce qu'il arrive d'être en retard et que ça se comprend. Dans certains pays, ce n'est pas admissible. Donc là, le coût est infini, la théorie est moins intéressante. Donc vous devez vous rendre, il y a un collectif de gens qui doivent se rendre à cette réunion. Évidemment, ils ont un temps de transport, et vous pouvez rentrer à différentes choses, je ne parle même pas de grève, ils ont un temps de transport qui a un certain nombre d'aspects aléatoires. D'arriver avant l'heure théorique, ça ne représente aucun avantage. C'est même légèrement un coût. D'arriver après l'heure théorique, il y a un petit coût, parce que quand même, pour les gens qui sont arrivés pile à l'heure ou qui étaient là avant, on est déjà un peu en retard. Mais où le coût est vraiment très fort, c'est d'arriver après le début de la réunion. D'accord ? Donc vous avez 3 zones de coût, vous écrivez tout cela, vous faites une hypothèse sur la répartition des aléas, donc ça va dépendre de la variance, et vous pouvez calculer, étant donné un grand nombre de personnes, vous pouvez calculer effectivement, étant donné une variance d'aléas sur les temps de transport, à quelle heure va démarrer réellement la réunion. Vous pouvez faire d'ailleurs ensuite des développements asymptotiques, puisque là, après, il y aurait d'ailleurs aussi la question, c'est qu'est-ce qui se passe si le premier terme est donné par celui-ci ou est exactement ça, est-ce que lorsque ce n'est pas exactement ça, on peut faire des choses sur le développement limité. Bon, donc l'heure de réunion, alors pourquoi Jean-Michel avait pensé à l'heure de réunion? C'est parce que justement, on était en contrat avec le CFE, le Centre français pour l'énergie, avec ces aspects de modélisation de prix du pétrole. Et je vous donne juste un exemple, c'est qu'effectivement, on a l'habitude de dire, quand toutes les réserves de pétrole ont disparu, sont asséchées, le pétrole ne vaut plus rien. Bon. Mais en fait, c'est bien avant qu'il ne vaut plus rien. Parce que lorsque, on va reprendre les 80%, lorsque 80 ou 90% des réserves sont épuisées, le pétrole ne vaut déjà plus rien. Tout le monde aura basculé sur d'autres énergies. On ne va pas attendre la dernière goutte pour basculer sur d'autres énergies. Donc, en fait, il y a le coût, il y a des montées de prix, c'est un problème de prix, c'est un problème économique fondamentalement, un problème d'énergie. Il y a pas on ne manque pas d'énergie, le problème c'est de savoir à quel prix. Donc, cette question-là de se dire effectivement, le jeu s'arrête quand on atteint une certaine proportion et non pas 100% de l'objectif est une situation qu'on peut rencontrer assez fréquemment, qui est assez réaliste. Bon, enfin, donc voilà pourquoi les heures de réunion, les OLA, pourquoi ce sont des petits modèles simplifiés qui veulent être un peu rigolos pour des études économiques qui intéressent un certain nombre d'économistes. Bon, je n'en dis pas plus, c'était simplement un long commentaire, je me suis mis en retard, un long commentaire parce que je vous avais parlé de l'heure de réunion, j'avais parlé de ces questions-là en réponse à la question de Benoît sur les conditions aux limites. Et chaque fois qu'effectivement vous dites on s'arrête si, ou il y a des joueurs qui s'arrêtent, vous avez des conditions aux limites. Mais alors, je suis, comme vous l'avez bien compris, en train de regarder des exemples représentatifs, en tout cas que nous espérons représentatifs, dans lesquels on gomme tout un tas de variantes, de conditions aux limites, d'extensions, et qui ne peuvent introduire que des complications supplémentaires. Le plus souvent, en tout cas on l'espère, ça n'entraîne pas de modifications substantielles. Sur ce, merci beaucoup de votre présence en ce long week-end, et puis